Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mercredi 26 mai 2021 et voici votre actualité préparée par la rédaction de l'Exbase. L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Dans cette affaire, un salarié, conducteur de bus, avait été agressé par un homme qui lui avait porté à la tête un coup de sac qui contenait des bouteilles d'alcool. La Caisse régionale d'assurance maladie ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à l'accident du travail, la société de transport a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. La cour d'appel relevant que l'agression avait été commise au moyen d'une arme par destination au sens de l'article 132-75 alinéa 2 du Code pénal, par un tiers qui n'a pas pu être identifié, avait décidé que les dépenses afférentes à cet accident ne devaient pas être inscrites au compte de l'employeur. La Caisse avait alors formé un pourvoi en cassation, selon le moyen notamment que la notion d'arme doit être ici entendue en son sens littéral et que la notion spécifique d'arme par destination, telle que définie par le Code pénal, n'est pas applicable. Elle a rappelé aussi que constitue une arme par destination au sens du droit pénal tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné par celui qui en est porteur à tuer, blesser ou menacer. Et dans sa décision du 12 mai dernier, la deuxième chambre civile valide l'interprétation de la Cour d'appel en rappelant les dispositions de l'article D 242-6-7 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale. L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié. Le maintien de la fermeture des établissements de nuit pour l'ensemble de leurs activités et l'existence d'une interdiction de circuler entre 21h et 6h à compter du 19 mai n'apparaissent pas disproportionnés. Plusieurs organisations représentant les professionnels des discothèques avaient saisi le juge des référés du Conseil d'État pour qu'il ordonne la suspension de l'exécution de l'article 1er du décret du 1er mai 2021, en ce qu'il maintient fermés les discothèques et établissements de nuit et qui prévoit donc une interdiction de circulation la nuit. Il était également demandé d'enjoindre à l'État d'autoriser sans délai ou à compter du 30 juin 2021, l'ouverture au public de ces mêmes établissements sur l'ensemble du territoire national. Et dans son ordonnance du 21 mai dernier, le Conseil d'État juge la fermeture des discothèques justifiée, eu égard au risque inhérent à l'activité qui est pratiquée dans ces établissements de nuit, qui sont des espaces clos, incluant des contacts physiques rapprochés, ainsi qu'à la difficulté de garantir le port du masque ou le respect des règles de distanciation dans un contexte festif. Le maintien de la fermeture de ces établissements participe à la politique de lutte contre la propagation de l'épidémie, qui vise notamment à restreindre les déplacements de personnes hors de leur domicile et à limiter les interactions sociales à l'occasion desquelles la propagation du virus est facilitée. Il relève que s'il est soutenu qu'une discrimination résulterait de l'autorisation, annoncée à brève échéance, des concerts accueillant plus de 5000 personnes, des rassemblements de plus de 1000 personnes ou encore des fêtes de mariage ou des bars à ambiance musicale, ces annonces n'ont pas d'effet juridique à la date de la décision du Conseil. Dans le cas où ces autorisations seraient données, le juge rappelle qu'il reviendra d'ailleurs au gouvernement d'assurer que les différentes restrictions sont cohérentes entre elles au regard des données sanitaires et des possibilités de réduire le risque de contamination. La Cour a l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer quant à l'absence d'acquittement du timbre fiscal en appel. Dans cette affaire, un appel avait été interjeté à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance. La Cour d'appel, par un arrêt rendu par défaut, avait confirmé partiellement le jugement et prononcé des condamnations à l'encontre de l'intimé. Ce dernier avait formé opposition, qui a été déclarée irrecevable pour défaut de paiement des droits de timbre fiscaux. L'opposant a demandé à la Cour de rapporter sa décision. Le demandeur faisait grief à l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir déclaré irrecevable son opposition pour défaut de paiement des droits de timbre fiscaux.
Dans un premier temps, l'intéressé a énoncé que le droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et dans un second temps, le demandeur avait rappelé que le juge a le devoir de faire observer et d'observer lui-même le principe de contradiction. Il faisait grief à l'arrêt rendu le 23 mai 2019 de l'avoir débouté de sa demande de rapport. En l'espèce, la Cour d'appel, pour retenir la fin de non-recevoir issue du défaut d'acquittement de droits de timbres fiscaux, retient que l'intimé ne s'est pas acquitté de ce paiement. Et dans sa décision du 20 mai 2021, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d'appel. La deuxième chambre civile précise que la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du Code général des impôts ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou qu'à tout le moins un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe. L'intimé formant opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d'irrecevabilité de sa défense, s'acquitter du droit en question qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Dans sa décision du 11 mai dernier, la Chambre criminelle précise les règles régissant l'instruction. Les pièces versées tardivement en cours de délibéré, date des actes de procédure, exploitation des données de géolocalisation et de sonorisation. Peut valablement renvoyer l'affaire à une audience ultérieure la Chambre de l'instruction qui considère que des pièces versées au dossier en cours de délibéré sont indispensables à l'examen d'une requête en nullité de procédure. La juridiction ne peut se prononcer au vu de ces pièces, à la condition qu'elles aient été soumises au débat contradictoire. L'invitation faite par la Chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité au juge d'instruction de verser en procédure les pièces qui seraient en sa possession ne constitue pas un acte d'information complémentaire. La note versée au dossier par le juge d'instruction pour expliquer le caractère tardif du versement de pièces ne constitue pas un acte juridictionnel par lequel il statuerait lui-même sur la régularité de la procédure. La date apposée par un magistrat sur un acte de procédure et authentifiée par sa signature fait foi jusqu'à inscription de faux. Le fait que les pièces n'aient pas été cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou leur réception n'est pas en soi une cause de nullité de la procédure. La mise en place d'un dispositif de géolocalisation qui n'a pas lieu en urgence, au sens de l'article 230-35 du Code de procédure pénale, ni dans un lieu privé au sens de l'article 230-34 du même Code, ne nécessite pas une décision écrite du magistrat dans un délai de 24 heures pour la poursuite des opérations, ni une autorisation écrite du juge d'instruction ou du JLD selon l'heure de pause. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'interdit au juge d'instruction, agissant en application de l'article 81 du Code de procédure pénale, d'exploiter dans le cadre d'une procédure pénale une mesure de sonorisation ordonnée dans le cadre d'une autre procédure. L'absence de mise à la disposition des parties et de leur conseil d'une partie déterminante de la procédure avant l'interrogatoire de première comparution et le défaut de mention de ces pièces dans les procès-verbaux des interrogatoires des personnes mises en examen font nécessairement grief aux droits de la défense. Aucune disposition conventionnelle ou légale n'interdit au juge d'instruction, agissant en application de l'article 81 du Code de procédure pénale, d'exploiter dans le cadre d'une procédure pénale une mesure de sonorisation ordonnée dans le cadre d'une autre procédure. Les enregistrements sonores ou audiovisuels résultant de l'exploitation d'un dispositif de sonorisation ou de fixation d'images doivent être placés sous scellé. Les OPJ chargés de les exploiter ne peuvent donc détenir une copie de ces enregistrements que pour les besoins et dans le temps de l'exécution de la mission confiée par le juge de l'instruction.